Moi, j'étais né pour écrire. J'ai commencé à être très attentif à la musicalité du verbe, des mots, quand j'avais 5 ans. J'ai écrit ma première nouvelle à l'âge de 11 ans et j'ai jamais arrêté d'écrire. Au début, j'écrivais en arabe. Je voulais devenir poète en arabe. Et puis, il y a eu une bifurcation et j'ai opté pour la langue française. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans ce numéro spécial de Grands témoins. Grand témoin aujourd'hui, Yasmina Khadra. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, j'ai appelé un ami avant cette émission et je lui ai dit je reçois Yasmina Khadra. Alors, c'est quelqu'un qui vit en France, qui a beaucoup d'entreprises, qui est là et tout. Il me dit mais c'est qui cette femme? Est-ce que ça vous arrive encore de temps en temps? Oui, ça m'arrive, c'est normal. Il y a 7 milliards de personnes au monde qui n'ont jamais entendu parler de moi. C'est un Algérien, hein, c'est un Algérien. Et tant pis pour lui, c'est la preuve qu'il vit sur une autre planète. Quand même. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui rend modeste? Non, ça ne rend pas modeste. De savoir qu'on n'est pas connu par tout le monde, partout. Ben tant mieux. Ça nous protège au moins. Ça fait du bien. Du mauvais œil de certains. Voilà, c'est bien. Mais je trouve que c'est un professeur, vous avez dit, un professeur. C'est un homme d'affaires, voilà, il n'est pas très vieux, oui. il a une cinquantaine d'années. Un homme d'affaires, ce sont surtout les chiffres, pas les lettres. Alors, Yasmina Khadra, on va dire tout de suite, c'est les deux prénoms de votre femme. Eh oui. Qui s'appelle Yamina. Oui. Le S a été rajouté par l'éditeur. Oui, parce que l'éditeur pensait on était incapable de savoir écrire le nom, donc il nous a corrigés. C'est l'esprit colonialiste peut-être. Alors, on dit souvent, derrière un grand homme, il y a une femme, mais oui. Vous, votre femme, elle est devant moi. Elle est à côté de vous. Elle est devant moi, c'est moi qui suis ou elle est en vous. Elle est en vous. Non, c'est moi qui suis derrière une grande femme. À côté ou en parce vous, en tout cas. Parce qu'il faut vraiment la connaître, c'est quelque chose, c'est une personne exceptionnelle. Et puis, elle dit quelque chose de magnifique. Elle dit, tu m'as donné ton nom. Pour la vie. Pour la vie. Et moi, je te donne le mien pour la postérité. Mon prénom. Mais elle est intelligente aussi parce que c'est moi qui écris des bouquins, mais c'est elle qui encaisse les chèques quand même. et vous avez aussi cette phrase magnifique en direction des femmes. Vous dites, là où le malheur déploie sa patrie, la femme est bafouée. Ça veut dire quoi, ça? Ben oui. Si on ne sait pas respecter la femme, on ne respecte pas la vie. Mais je pense que quand on est dans une société phallocentrique ou je sais pas, macho, on est encore très loin de ce respect-là. Parce qu'il arrive encore des gens qui me reprochent d'avoir un pseudonyme féminin et oublient que leur mère est une femme. Donc, vous savez que embryologiquement, le fœtus de l'embryon devient féminin. Et que l'apparition, là on rentre un peu dans la médecine, ça c'est un travers de ma part parce que je suis médecin, c'est que l'évolution vers le sexe mâle est une non-évolution vers le sexe féminin puisque ce sont les canaux de Muller qui régressent, qui donnent normalement les voies vaginales féminines, etc. Et comme on a le chromosome masculin, les canaux de Muller régressent, on a des éléments secondaires masculins. Donc, devenir un homme, c'est devenir une non-femme. Donc, oui, effectivement, vous avez un peu raison quand vous dites ça. Oui, mais même la masculinité, c'est pas le sexe. C'est surtout l'intégrité, c'est la vaillance. Et je pense que la femme est plus vaillante et plus déterminée que l'homme. Donc, l'homme n'a pas beaucoup intérêt à se croire supérieur à la femme. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, les gens qui pensent que je porte un pseudonyme. D'ailleurs, je l'ai porté dans des conditions extrêmement dangereuses. Moi, j'étais absolument certain de mourir. Et je voulais laisser quelque chose à cette femme exceptionnelle qui m'a soutenu pendant très longtemps. J'étais emprunté ses prénoms. Mais moi, et là où il y a de la femme, là où on promeut la femme, il y a beaucoup plus de démocratie, en général. Oh, pas obligatoirement. Les femmes sont moins guerrières, elles sont moins... Il y a moins de violence, il y a plus de consensus, il y a plus de compromis avec les femmes. J'ai écrit dans l'attentat, l'homme a inventé la guerre et la femme a inventé la résistance. La résistance est plus noble que la guerre. Voilà, donc la femme restera toujours plus noble que l'homme. Alors, vous écrivez depuis l'âge de 18 ans, vous avez fait une nouvelle, hein, et vous avez écrit sous des pseudos divers, oui. Et parce que il fallait pas. Parce que je n'avais pas la chance d'évoluer dans un pays où écrire est quelque chose
bénéfique à la société. Moi, j'ai évolué dans un univers où le fait même de penser et écrire est une menace pour vous-même. Donc, j'ai évolué dans un espace qui était aux antipodes de la vocation d'écrire. Voilà. Alors, j'imagine que vous aimez beaucoup Tahar Djaout. Vous avez un point en commun, c'est lequel? Peut-être qu'on est né en janvier, on est Capricorne tous les deux. Encore un autre point en commun. Je ne sais pas, c'est beaucoup de talent. Vous parliez des difficultés d'écrire et de publier en Algérie, puisque vous êtes algérien, vous êtes né dans la wilaya de Béchar, à Kenissa. Tahar a mis 9-10 ans avant de sortir son premier livre, qui était L'Exproprié. Et vous, c'est pareil. Vous avez mis près de 11 ans avant de sortir votre livre. Absolument. D'ailleurs, je l'ai découvert tout à fait par hasard dans une librairie. On m'avait même pas annoncé la parution de ce livre. Vous écrivez et vous attendez 8, 9, 10, 11 ans avant de pouvoir. Mais c'était pour tous les écrivains algériens. Rappelez-vous, dans la presse, il y avait toujours des caricatures, une double caricature. On montre sur la première caricature un écrivain algérien tout jeune, tout fringant, déposant son livre à la SNED. Et puis, dans la photo d'à côté, c'est un vieillard complètement délabré qui a arc-bouté contre sa canne et qui attend toujours une réponse concernant des suites, concernant tout simplement le destin de son manuscrit. Alors, vous n'êtes pas quelqu'un qui joue cavalier seul. Vous rendez hommage aux journalistes et aux écrivains. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, vous considérez que c'est un peu votre famille. Et vous rendez hommage de temps en temps à Kateb Yassine, à Rachid Mimouni, à Tahar Djaout, à Malek Haddad. Vous rendez hommage aux écrivains algériens. Pourquoi? C'est ça la noblesse. La noblesse, c'est de reconnaître les mérites des autres. Vous faites partie de la famille, de cette famille je ne suis pas obligé de me sentir comme un membre de cette famille. Mais je suis dans l'obligation de reconnaître le talent des autres. En tout cas, nous, on considère que ce sont des géants. Kateb est un géant, Djaout est un géant, et avec tout le respect que je vous dois, vous êtes aussi un géant. Un peu plus grand que, je pas de fausse modestie. Que les autres géants. Yasmine Khedra, vous rassemblez, vous fédérez. Vous êtes traduit dans plus de 50 pays, de plus de 50 langues. Oui. Ça vous donne pas le vertige? Non, pas du tout. Au contraire, ça me responsabilise davantage. J'ai un message à porter au monde et ce message concerne le talent algérien. Je pense que les écrivains algériens ont toujours été dépréciés ou méconnus alors qu'ils ont un talent exceptionnel. Un type comme Malek Haddad ou bien comme Moufdi Zakaria ou comme Reda Hoho dans la nouvelle ou comme Mouloud Maamri mériterait encore une plus large audience. Mais c'est peut-être ça qui crée chez nous cette frustration presque assassine qui s'attaque aux gens qui ont réussi. Mais si chaque écrivain avait eu sa chance, je crois que mes détracteurs me respecteraient un peu, me détesteraient moins. L'écriture, c'est de l'art, et l'art, de façon générale, il est transgressif, et tous ces gens qui ont été dans la transgression, malheureusement, on les a mis de côté, ils n'ont pas eu, en tout cas, l'espace qu'ils auraient dû avoir. Oui. Mais rien ne nous empêche de les ressusciter. Hein. Rien, ils sont toujours. Le livre, il est mortel. Il est quelquefois oublié, marginalisé, chosifié. Puis, quand on veut bien le prendre en charge, rien ne nous empêche de les... Écoutez, regardez les Occidentaux. Ils ont des écrivains qui ont disparu ou des poètes qui n'avaient aucune visibilité à leur époque et qui sont devenus aujourd'hui des repères assez enthousiasmants. Oui, on peut citer aussi les poètes maudits italiens qui sont revenus. Donc c'est à nous, Algériens, de nous battre pour que notre talent, le génie des nôtres soit reconnu. Voilà, mais malheureusement, on n'a pas encore atteint cette maturité. Alors, on a parlé de votre femme tout à l'heure. Petite question à 2 dinars. Est-ce que un jour, dans votre tête, vous imaginez de faire un livre à 4 mains avec votre femme? Mais elle n'a pas elle peut pas. C'est une arabophone d'abord, une arabisante. Et puis, c'est pas une intellectuelle. Hein. Moi, je l'ai épousée, elle avait à peine 18 ans.
je l'ai empêché de passer son bac, la pauvre. On apprend des choses aujourd'hui avec Yasmina Khadra. Oui, bien sûr, bien sûr. Et elle rêvait de devenir pilote. C'était son grand rêve. Elle est pilote. Elle Elle me pilote, oui. Elle pilote un des plus grands bombardiers, un des plus grands avions au monde, Yasmina Khadra. Voilà, en tous les cas, c'est une femme qui accepte son sort. J'ai été à la hauteur quand même j'ai dépassé un petit peu ses attentes. Donc, quelque part. Au début, c'était même très difficile pour elle d'épouser. Et encore, c'était un mariage arrangé. Hein. Ouais, à l'âge de 30 ans, j'étais toujours célibataire et je n'avais aucun succès avec les femmes. Et j'ai demandé à mon père de me trouver une épouse. Il m'a dit, j'ai un ami, on va voir. Et c'est comme ça que la pauvre, mon épouse, elle s'attendait certainement à un prince charmant, parce que c'est une femme très très belle. Et voilà, arrive quelqu'un des unités opérationnelles, il faisait 52 kilos, il était maigre et noir et moche comme un clou de charpentier. C'était pas elle l'a adopté, et elle l'a aimé. Elle a mis du temps. Elle a mis du temps quand même, mais c'était à moi de lui prouver que c'était le bon choix. Et maintenant, toutes les femmes sont jalouses d'elle. Toujours avec Yasmina Khadra, en pilotage automatique, puisqu'on était dans le pilotage. Et rien ne vous prédestinait, quand on regarde un peu votre histoire, un militaire, en plus dans les organisations spéciales, dans les groupes spéciaux. Votre père voulait que vous fassiez les cadets de l'armée, puisqu'il avait été blessé pendant la Révolution, pendant la guerre de libération, et il vous destinait à... Voilà, c'est respectable, et on le comprend en tant que père. Et vous êtes devenu un militaire, vous avez été engagé contre l'horreur, contre le terrorisme entre autres, pendant ce qu'on appelle la décennie sanglante en Algérie, grosso modo entre 90 et 2000. Et on se dit, c'est pas possible qu'un militaire puisse écrire comme ça des choses aussi belles. Moi, j'étais né pour écrire. Hein. Déjà, j'ai commencé à être très attentif à la musicalité du verbe, des mots, quand j'avais 5 ans. J'ai écrit ma première nouvelle à l'âge de 11 ans et j'ai jamais arrêté d'écrire. Hein. Au début, j'écrivais en arabe. Je voulais devenir poète en arabe, comme El Moutanabbi. Et puis, il y a eu une bifurcation. Et j'ai opté pour la langue française. Voilà, et j'ai toujours écrit. Mon père voulait faire de moi un officier. Ce que vous avez été. Oui. Moi, j'avais de respect. Nous, les gens du Sahara, nous avons une vénération quasi religieuse pour nos parents. On a peur de les décevoir et on réclame constamment leur bénédiction, le baraka. Moi, donc, j'ai été élevé avec ça. Donc, j'ai accepté mon sort. Et puis, il ne faut rien regretter dans la vie. Ce qu'il faut regretter, ce sont les bonheurs et les petites joies qu'on a négligées. Mais si on a profité de chaque instant heureux, on aura gagné à la fin. Alors, quelle est la part de participation dans cette tranche de vie que vous avez eue, dans votre imaginaire et dans votre façon d'écrire? D'abord, ça m'a permis d'accéder aux facteurs humains. Quand j'étais à l'école des cadets, à l'âge de 10-11 ans, je partageais déjà ma chambre avec 80 personnes. Et chaque personne était un cas. Et chaque personne avait une histoire. Il ne faut pas oublier il faut rappeler que l'école des cadets a été conçue pour les orphelins de la guerre. Après 1962, après l'indépendance, il y avait beaucoup d'enfants qui s'étaient égarés, parce que des fois, on bombardait leur village la nuit et ils sortaient en courant et puis par la suite, ils ne pouvaient plus retrouver le chemin du bercail. Donc, ils s'étaient perdus. D'autres, ils étaient pris en charge par des familles assez modestes qui n'avaient pas les moyens de subvenir aux besoins de ces orphelins. Et l'État algérien a décidé de construire une école pour ces enfants égarés. Et moi, je me suis retrouvé une année après la naissance de cette école, parmi les orphelins. Donc, j'ai grandi. Ça m'a permis aussi d'accéder aux états d'âme. Alors, ces états d'âme, justement, je vous saisis au vol. Vous venez de publier Les Vertueux. C'est un magnifique roman. Merci. Moi, quand je l'ai lu,
j'étais au cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'au fil des pages, on voit les scènes. On est au cinéma. Il est magnifique. Vous venez de le publier. La question, c'est justement cette connaissance de la nature humaine, de l'âme humaine dans l'armée. Le livre parle de la guerre de 14-18, que quand vous racontez les histoires entre les différents militaires, est-ce que vous vous êtes imprégné de votre expérience personnelle dans les casernes ou sur le terrain? Oui, certainement. Quand on voit cette solidarité qui d'un seul coup fait fi de la race, de la classe, parce qu'on est face à la mort, face au danger permanent. J'ai connu ça pendant la décennie noire, par exemple. Ça a alimenté un peu quelques scènes des vertueux, dont on va parler dans un instant, bien sûr. Alors, vous êtes parrain d'une grande manifestation en banlieue parisienne avec la ville d'Alfortville. Et il y a aussi Aïcha Mogdahi qui est avec nous. Bonjour Aïcha. Une grande saison culturelle algérienne, une première en France. Et Yasmina Khadra vous a fait cet honneur de parrainer cette saison. En quelques mots, comment s'est fait la jonction Yasmina Khadra, Aïcha Mogdahi, saison culturelle algérienne à Alfortville? Ça s'est fait comment cette histoire? Alors cette rencontre? La liaison avec Yasmina Khadra, c'est que c'est un ami de longue date. Je crois que ça fait plus de 20 ans que nous nous connaissons. Il a toujours été derrière un grand supporter de toutes nos initiatives, notamment associatives autour d'Atlas et d'autres activités autour de l'Algérie. J'habite à Alfortville depuis 30 ans. Je fais le constat que nous avons une large communauté algérienne, quelques activités associatives, mais je me suis dit, en tant que fille de Shahid, je ne pouvais pas louper ce 60e anniversaire pour ouvrir le capot sur la situation, sur la guerre d'Algérie, sur l'indépendance. Et donc, en ayant échangé avec le maire, Luc Carvounas, il m'a dit, carte blanche. Évidemment, naturellement, je me suis dit, le seul qui peut parrainer et porter cette saison, c'est notre amie Yasmina Khadra qui m'a répondu oui tout de suite. Tout de suite, Yasmina? Ouais, tout de suite. Ouais. Yasmina est dans le sujet, il est toujours dans la transmission. Ce qui l'interpelle en permanence, c'est la relation aux jeunes et la transmission vers les jeunes. Et à travers ce sujet autour de la guerre d'Algérie, de l'indépendance, c'était aussi le moment de pouvoir mobiliser les professeurs, les enseignants, les élèves autour de cette indépendance et de célébrer aussi. Et d'ouvrir, pour moi, je dis toujours, il faut ouvrir le capot pour qu'on puisse en débattre de façon sereine. Donc, on a décidé de lancer une grande saison culturelle franco-algérienne qui a démarré en février, qui a mobilisé 600 élèves, collégiens et lycéens d'Alfortville, autour de l'œuvre de Yasmina Khadra. Et les professeurs se sont engagés, effectivement, à ouvrir la discussion autour de la guerre d'Algérie, de l'indépendance. C'est une première. Et puis, on a voulu mettre à l'honneur l'Algérie à travers sa diversité artistique, musicale, cinématographique et bien sûr littéraire. Et donc, depuis le mois de février, nous avons jalonné un certain nombre d'activités et nous terminons donc le 19 novembre avec la remise des prix pour le battle littéraire pour les élèves qui vont concourir autour de l'œuvre de Yasmina Khadra. Et puis Yasmina sera parmi nous le 19 après-midi. Une saison culturelle, bien sûr. Bien sûr. À laquelle Beurre FM est partenaire. Alors, de voilà, cette c'est ce saison. que j'allais dire, c'est que voilà, nous avons eu le soutien du maire d'Alfortville, Luc Carvounas, et je le remercie infiniment parce qu'il a été courageux de dire on va lancer une saison culturelle autour du sujet de l'indépendance. Donc je pense qu'il faut lui rendre vraiment hommage. Absolument, oui. Ça a fait des petits. Aujourd'hui, nous sommes sollicités dans différentes villes pour intervenir avec Yasmina Khadra comme parrain autour de la jeunesse, de la transmission. Et à l'Ifray, en Ille-et-Vilaine, une exposition s'est mise en place autour des témoignages des combattants français et des combattants algériens pour pouvoir... Alors, Yasmina Khadra, Aïcha à l'instant parlait de capot. C'est vrai que les relations entre la France et l'Algérie, la révolution, la guerre, etc., ça bouillonne. Récemment, toutes les initiatives prises par Emmanuel Macron, notamment le président de la République française, pour libérer les archives, le rapport Stora, etc., ça va dans le bon sens. La rencontre récente du voyage en Algérie du président Macron et qui a rencontré le président Tebboune, est-ce que tout ça, est-ce que vous pensez qu'il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe, notamment en direction de la mémoire, mais surtout des jeunes générations, parce que c'est celles-là qui sont importantes. Et si que ça repose sur des décisions politiques, ça devient dangereux. Je crois que les choses se font le plus normalement du monde avec des enseignants, avec des gens
qui n'ont rien à voir avec l'orientation politique. Et c'est ça qui fait peut-être changer les choses. Moi, je ne crois pas beaucoup dans le politique. Tout ça, pour moi, c'est... On parle beaucoup de mémoire Oui. partagée, de mémoire Oui, mais c'est à nous croisée, le de faire. réconciliation des mémoires. Est-ce qu'on est obligé d'attendre que les États nous donnent l'autorisation de convoquer ou d'interroger notre passé? Non. D'ailleurs, plusieurs historiens l'ont raconté. Ça fait des Oui. années et des années qu'il y a des livres, qu'il y a des publications, des Absolument. romans, des livres de l'histoire. On n'a pas attendu ça pour qu'il y ait une production. Oui, mais les promesses politiques sont récurrentes. Il y a 20 ans, on parlait de la même chose, des mêmes promesses actuelles. Je trouve qu'on a beaucoup d'historiens, on a beaucoup d'écrivains, on a beaucoup d'enseignants qui sont capables de léguer à notre jeunesse toute la charge émotionnelle, culturelle et historique de notre passé. Alors, tout à l'heure, vous m'avez raconté, vous êtes un écrivain francophone. Est-ce que je suis un écrivain francophone? Non. Vous êtes un écrivain qui écrit en français. Je suis un écrivain algérien qui écrit en français. C'est là, le 60e anniversaire, 1er novembre, l'Algérie a sorti un billet de 2000 dinars en anglais. Oui. Ça vous fait quoi? Qu'est-ce que ça... Écoutez, justement, il y a un écrivain arabophone qui s'est félicité que la langue française soit complètement bannie de l'espace algérien. Et il m'a dit, comme ça, personne ne va vous lire. J'ai dit, mais vous êtes avec les Chinois, je suis traduit en chinois, dans les deux langues. Vous voulez l'anglais, je suis traduit en anglais. J'ai 14 livres traduits en anglais. Alors, où est le problème? Bon. Donc, si une langue consiste à se venger d'une autre, c'est une très mauvaise opération. Mais si elle est là pour promouvoir un projet de société, ça, c'est autre chose. C'est ce qui est arrivé avec la langue française et la langue et l'arabisation outrancière. On a ramené des gens pour nous apprendre l'arabe, alors qu'on était déjà des musulmans et des Algériens. Mais on a fait la promotion de l'arabe au détriment de la langue française. Et on a tout échoué. On a tout raté. Il faut savoir être généreux dans tous les projets qu'on propose à une jeunesse. Aucune langue n'est l'ennemi d'une langue. Ce sont, ouais. Et en plus, la langue française n'appartient pas à la France. Jean Amrouche, au début du siècle, déjà au début du XXe siècle, disait la langue française n'appartient pas à la France, elle appartient à toute l'humanité. Chaque langue appartient à toute l'humanité. Moi, j'aimerais bien écrire en chinois. Bien sûr. Je suis jaloux. J'ai un ami, un grand écrivain grec qui s'appelle Petros Markaris. Et on se rencontre souvent dans de grands festivals littéraires, que ce soit en Espagne, en Grèce, en Allemagne, et partout. Et lui, il est polyglotte. Et c'est lui qui devient mon interprète. Je suis jaloux parce que j'aimerais bien dire moi-même ce que j'ai envie de dire. Et non pas attendre que l'autre essaie de comprendre ce que je veux et de transmettre aux autres. On se retrouve dans un instant. La langue, ça n'a rien à voir. Il faut que les gens comprennent une chose. La littérature, c'est une question de verbe. Elle n'a jamais été une question de langue. C'est une question de talent, de générosité, de savoir-faire, de sensibilité, de force intérieure. C'est ça, la de sculpture des mots et de petite musique intérieure. On se retrouve dans un instant. Oui, on continue à planer avec Yasmina Khadra. On parlait des langues, donc de toutes ces choses héritées de la colonisation, de l'esclavage, de la colonisation, des affrontements Occident, Orient, etc. Et j'en passe. Pour vous, par exemple, s'il fallait parler d'un lien culturel entre l'Orient et l'Occident, ça serait quoi? La langue, peut-être. Mais il faut la garder. Quelle langue? La langue. Par exemple, la langue française, la langue anglaise, la langue arabe, tamazir? Non, en tant que outil de communication et d'émancipation et de rapprochement. C'est ça la langue pour moi. C'est pas qu'elle soit française ou arabe ou tamazie ou anglaise. C'est pas. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On essaie d'appauvrir la langue française. Hein. On lui dit il faut pas dire nègre, il faut pas dire noir, il faut pas dire ceci. Pourquoi? Et pourtant chaque mot a une histoire. C'est une mémoire. Et on veut, en disqualifiant certains vocables, assainir un peu le passé. Ça, moi je dis nègre. Parce que ce mot-là est très riche en histoire. Il est une tragédie humaine. Il est aussi la preuve que les êtres humains peuvent être d'une bêtise outrancière.
Voilà, il faut garder la langue telle qu'elle est. Il ne faut jamais essayer de l'assujettir. Alors, vous venez de commettre un ouvrage qui s'appelle Les Vertueux. Que j'ai beaucoup aimé. Hein. Mais c'est bien ce que vous dites, parce qu'il y a des écrivains, il y a des auteurs qui n'aiment pas un ouvrage, un film, etc. Ils ont aucune gêne à dire j'ai fait tel film, je l'aime pas, tel livre, je l'aime pas. Et vous dites que voilà, c'est aussi quelque chose de dire j'ai aimé. Les vertueux, c'est quelque chose. Il faut que, d'ailleurs, je l'ai dit à Tizi Ouzou, il faut que chaque Algérien ait ce livre chez lui. Même s'il ne veut pas le lire, il le laissera aux enfants. Bismillah Kadra, qui sont les vertueux? Les vertueux sont les gens qui sont dans la générosité, dans l'altruisme. Voilà, qui, malgré leur misère, ils sont prêts à tout partager. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, l'un des vertueux, Weri, il a dit, quand on lui a demandé pourquoi il passe son temps à aider les autres, il a dit parce que faire du mal, la place est déjà prise. Voilà, ça, les vertueux sont ceux qui essayent quand même de rester humains au cœur même des infortunes. Moi, j'adore les gens qui sont corrects avec eux-mêmes. Parce qu'il faut d'abord être correct avec soi avant d'être correct avec les autres. Alors, c'est un voyage extraordinaire dans le XXe siècle. C'est la guerre 14-18. Il se passe plein de choses. On est en Algérie, c'est la colonisation, avec un caïd qui a droit de vie et de mort sur sa population. Il envoie un jeune du village à la place de son fils pour faire la guerre. Et il arrive à ce jeune garçon tout un tas d'histoires. Donc il va faire la guerre, il revient. Il sera traqué, il sera humilié, il sera trahi. Voilà, il s'engage contre les caïds aussi à un moment donné pour épurer un peu la région. Ensuite, on vient il faut pas raconter. Ouais. Ensuite, il connaît le bagne. Alors non, il faut pas dire ce jour-là. Il faut rien révéler de ce livre. D'accord, c'est extraordinaire. Ce que je voulais, j'ai vu un film là-dedans. Oui. J'ai convoqué cette partie du XXe siècle, surtout la première partie du XXe siècle, parce que c'est à partir de la guerre 1914-1918 que la notion de la nation a commencé à germer dans l'esprit algérien. Avant cette grande guerre, même si les tirailleurs avaient participé à plusieurs guerres en Espagne, en Russie et en Italie, mais à partir de la Première Guerre mondiale, au retour de la Première Guerre mondiale, les premiers jalons du nationalisme algérien ont commencé à se mettre en place. Avant, il n'y avait que des guerres tribales. Chaque tribu se battait pour son territoire. Il n'y avait pas l'extension de la colère à travers tous les territoires algériens. Et hop, après, 1920, 21, 22, 23, ont commencé certains... Là, on a la naissance de l'étoile nord-africaine en 21, 22, 23. C'est après la Première Guerre mondiale. Le gros groupe de Tizi Ouzou, c'était une trentaine de personnes, majorité kabyle. Et puis, ils ont décidé de mettre Messali Hadj à leur tête. Et c'était l'étoile nord-africaine qui s'est construite comme ça en 1923. Mais vous dites quelque chose de très important dans le livre, que quand vous rendez hommage à tous les tirailleurs, les Zouaves, les Sénégalais, tout le monde, les Alliés, les Français, si nous avons été égaux dans le martyre, l'histoire ne retiendra que les héros qui l'arrangent. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Nous, on a eu, pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, des Algériens qui étaient d'un héroïsme extraordinaire, mais qui en parle? Personne. Concernant justement Yassine Cheraga, moi je m'excuse auprès de lui. Je l'ai chargé de tous les maux de la terre parce que je voulais qu'il incarne toutes les épreuves qu'ont traversé les Algériens à cette époque. Voilà. Pour ne pas se disperser, je me suis concentré sur les souffrances algériennes et je les ai habillés de la chair de Yassine. Yassine Cheraga, qui prend le nom du fils du caïd, et il est tellement gentil que vous le mettez mais enfin, c'est pas qu'il accepte, mais il endosse toute
tous les problèmes, il endosse tous les manteaux, il endosse toutes les vicissitudes. Ouais. Et en fait, c'est le plus grand des vertueux. Oui, et ça explique un peu. On n'a qu'à aller dans les villages reculés, en Kabylie ou dans le Sahara ou dans les Aurès, pour comprendre Yassine. Les gens sont pauvres, mais ils sont très pieux. Et les jeunes sont élevés dans la rigueur et la droiture. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose qui pourrait un petit peu amoindrir ou tempérer leur malheur. C'est justement de ne jamais accepter de cohabiter avec le péché. C'est toujours de s'en éloigner. Et mon personnage, c'est ça. Vous allez dans le sud algérien, vous allez rencontrer aujourd'hui encore des gens qui sont tellement pieux qu'ils acceptent tout comme une espèce d'épreuve. Et pour eux, chaque chose qui leur arrive se doit d'être perçu comme un enseignement. Les vertueux, est-ce que c'est pas Yasmina Khadra qui dit, j'en ai ras-le-bol, l'histoire, c'est pas vertical, c'est horizontal. Et il n'y a pas le bien, le mal, il n'y a pas le blanc, le noir, il n'y a pas le rouge. Les choses sont entremêlées et l'histoire, elle est horizontale. Vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, surtout ces choses un peu verticales, et vous dites, voilà l'histoire, voilà comment sont les hommes, voilà comment sont les femmes, et à vous de faire votre propre jugement. C'est un peu ça, les vertus. Ça a été dans tous mes livres. Je n'ai jamais accepté de favoriser ou de privilégier le cliché sur la nature, la vraie nature des êtres et des choses. Voilà, il y a quelqu'un vous savez, il y a des gens qui sont complètement malades. Il a dit, oui, mais bien sûr, dans ce livre, c'est un Français qui sauve l'Algérien. Il oublie qu'on est en 1920, dans les années 1920, et l'Algérien n'était même pas un citoyen. C'était à peine un sujet. Et quel Algérien aurait pu sauver un autre Algérien? On ne l'appelait pas Algérien. Oui. L'Algérien, c'était le colon. Oui. On l'appelait indigène. Indigène, oui. Le mot d'Algérien n'était pas donné. Oui. C'était soit l'arabe, pour tout le monde, dans Guy de Maupassant, quand il est en Algérie, il parle de l'arabe. Oui. Camus, dans ses livres, parle de l'arabe. On parle de l'indigène. Jamais on parle d'Algérien. Oui. L'indigène est devenu Algérien à l'indépendance. C'est l'exclusion. On a été exclus, spoliés, exclus et chosifiés dans notre propre pays. Voilà, Donc, il faut que les gens, de temps en temps, se remettent en situation et qu'ils comprennent qu'il s'agit des années 1920. Voilà, il n'y a pas de tricherie. Il y a uniquement... J'ai jamais triché, j'ai pas besoin de tricher. Je suis dans le monde entier et les gens, s'ils m'ont adopté, c'est parce qu'ils ont trouvé une grande part de sincérité dans ce que j'écris. En tout cas, les vertueux, moi je vous recommande, ce sont les fêtes et c'est un très beau cadeau que vous pouvez faire à vos amis et à votre famille. On termine cette émission sur le monde. Quelle est aujourd'hui la vision de Yasmina Khadra sur le monde? On a eu les crises économiques, deux crises économiques, on a eu une crise sanitaire, on a eu des guerres en Syrie, en Irak, etc. On a eu une guerre en Europe aujourd'hui. Voilà. Et la multilatéralité a explosé. L'ONU, ça existe pratiquement plus. Chacun se fait sa petite guerre un peu à droite à gauche. On est avec un réchauffement climatique. On est en pleine COP27. Le monde semble un petit peu complètement pris de tremblements. Quel est le mot du sage de Yasmina Khadra? Comment vous accueillez tout ça? On est tous victimes, hein? On est tous emportés par cette crue qui nous dépasse. Mais je pense que les États deviennent de plus en plus des dictatures, que ce soit en Occident ou ailleurs. Et c'est le citoyen qui en paye les frais. Vous savez, le citoyen, il est surexploité, il est appauvri. Il n'arrive plus à trouver les moyens de son bonheur. Regardez, aujourd'hui, il y a quelques années, on disait, moi je travaille pour avoir mon beefsteak. Puis c'est devenu, je travaille pour avoir mon pain. Aujourd'hui, on dit, je travaille pour payer mes factures. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? On travaille pour payer des factures, on ne travaille plus pour vivre.
Et ça crée de très profondes frustrations qui, un jour, mènent au racisme, mènent à la xénophobie, à l'islamophobie, à l'antisémitisme et tout. Les gens, ils ne peuvent plus respirer dans leur état. On leur vole tout, ils passent leur vie à travailler pour des miettes. Et ça, je crois que c'est ça. C'est la pauvreté qui fait la colère et c'est la colère qui... Alors c'est quoi une d'horizon? Qu'est-ce qu'on peut brandir comme utopie pour les jeunes générations? Je ne sais pas, sincèrement. Je n'ai pas la prétention de croire avoir... Parce que les grandes idéologies se sont effondrées, les grands chantiers se sont effondrés. Aujourd'hui, comme vous dites, on en est à la facture, à la fin du mois, au chariot dans le supermarché. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on... Écoutez, d'abord, il faut que les gens comprennent que il n'y a pas mieux que la quiétude. C'est cette quiétude qui nous permet de rester nous-mêmes. Mais quand vous voyez dans les grandes civilisations, entre guillemets, des imbéciles, des chahutons, des espèces d'Hercule forains qui viennent sur les plateaux de télévision, qui insultent d'autres nations, d'autres communautés, et les gens applaudissent, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que les gens, l'esprit a beaucoup régressé aujourd'hui. On est tout de suite enthousiasmé par la charlatanerie d'un type qui ne dit que des bêtises. Et donc, où est passée cette grande civilisation? Je pense que l'homme, de toutes les façons, l'homme n'a jamais été, même l'humanité n'a jamais été parfaite. L'humanité a été conçue pour être imparfaite. En tout cas, c'est ce qu'on retiendra, donc, à la recherche de la quiétude. Il faut savoir se barricader, se verrouiller dans une perception assez simple de la vie, essayer de s'émerveiller, d'aimer, d'aller vers ce qui nous enthousiasme. Il ne faut plus vivre dans la haine, dans la détestation et Einstein disait que les gens négatifs sont capables de trouver le problème à une solution. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe dans le monde. L'évidence, elle est là, les solutions sont là et les gens essayent de trouver des problèmes à n'importe quoi. Et c'est ça. Yasmina Khadra, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai bonheur. À très bientôt, j'espère. Inch'Allah.